Bonsoir et bienvenue sur Economia. Batimatech 2015 n'aura pas dérogé à la règle du succès. Des milliers de visiteurs professionnels ou profanes sont venus voir ce que les exposants algériens et étrangers leur présentaient de nouveau. Tous les acteurs sont là, des constructeurs aux banques, en passant par les fournisseurs de matériaux et les accessoiristes, tous affiche encore le sourire aux lèvres, tant il y a de perspectives favorables. Et les misères des cours du pétrole ne sont pas encore pour les faire fléchir. Parmi eux, les promoteurs immobiliers, largement courtisés lors de ce salon, qui offrent désormais pour la plupart des logements aux vertus 3D exceptionnelles qui donnent envie de déménager très vite. Encore faut-il s'assurer que le projet ne coûte pas plus qu'il n'en vaut, qu'il soit livré dans des temps admissibles et qu'il ne soit pas sujet à d'éventuels vices cachés qui pourraient vous faire regretter amèrement d'avoir été grugé. Pour autant, et loin de là, les promoteurs que nous avons rencontrés ont fait leurs preuves, ils se sont tous élevés en qualité et offrent aujourd'hui des logements résidentiels de standing, même s'ils reconnaissent que la notion de standing ou de haut standing doit être appréciée avec mesure tant l'environnement compte énormément dès qu'il s'agit de maisons ou d'appartements à vivre. Aujourd'hui, nous recevons certains de ces promoteurs privés et des professionnels de la gestion immobilière qui nous diront pourquoi ce domaine qui est en plein essor reste tout de même grevé par certaines entraves qu'il appartient aux autorités et aux professionnels eux-mêmes de corriger. Nous allons les écouter juste après avoir entendu le témoignage de Brahim Hasnaoui, un patron exemplaire qui dirige l'un des plus anciens et des plus réputés groupes immobiliers au développement impressionnant dans la région ouest du pays. Écoutons-le. On dit que quand le bâtiment va, tout va. Alors je ne vous demanderai pas si tout va, mais je vous demanderai si le bâtiment va. Le bâtiment ne va pas. L'adage qui dit que le bâtiment va, tout va, mais il y a certaines conditions. S'il est fait par des Algériens, avec le maximum de matériaux locaux, avec des équipements locaux, effectivement, ça peut avoir un effet d'entraînement sur toutes les activités amont et aval. Mais si on le fait par des étrangers, par de la main-d'œuvre étrangère, avec des matériaux étrangers, je ne vois pas quel serait l'impact sur l'économie nationale. Donc il faut que tout va pour que le bâtiment va. Écoutez, un promoteur ou un entrepreneur, c'est quoi? C'est juste un ensemblier qui doit utiliser tout son environnement pour pouvoir bâtir une œuvre. Et la qualité de l'œuvre dépend de la qualité de l'environnement. Si le système de formation ne fonctionne pas, il ne peut pas disposer d'encadrement de qualité, donc il ne peut pas avoir de prestations de qualité. Si le système de formation professionnelle ne tourne pas, il ne peut pas avoir une main-d'œuvre d'exécution de qualité. Si le système de transport ne fonctionne pas, ces ouvriers ne peuvent pas venir à l'heure. Si les matériaux disponibles ne sont pas de qualité, il ne peut pas avoir. Ça veut dire que l'ensemble des problèmes de la société, on les retrouve dans le bâti. Et le bâti n'est que le reflet du niveau de développement du pays. Et tout ça peut être corrigé rapidement? Bien sûr, mais à condition de prendre les mesures correctives nécessaires avec clairvoyance et détermination. Et la condition, la première condition pour ce faire, il faut que l'État revienne à son véritable rôle de régulateur. L'État commerçant doit s'éclipser au profit de l'État régulateur. Je profite de votre expérience pour vous demander si vous aviez un conseil à donner du haut de votre expérience aux autres promoteurs, aux jeunes promoteurs, quelle est la première règle à suivre? La première règle à suivre, c'est si on n'a pas le sentiment de fierté à l'issue d'un programme, c'est qu'on a échoué quelque part.
Voilà, merci à Brahim Hasnaoui pour cette leçon de morale. Je vais vous présenter tout de suite nos invités qui sont sur le plateau et qui sont tous les trois des représentants de promotion immobilière réputés, connus sur le marché. Abdelrani Habash, vous êtes le PDG de H Immobilier, H sans doute pour Habash. Khalifa Saidi, vous êtes l'assistant du directeur général d'Aymen Promotion. Et enfin, Maya Dali, vous êtes juriste et pour Click Promotion et Jumeirah Building. Ma question s'adresse à vous, Monsieur Habash. On a entendu Monsieur Hasnaoui dire que le bâti reflétait en fait le niveau de développement économique d'un pays. Vous partagez ce sentiment? Oui, d'ailleurs que suite à l'intervention de M. Hasnaoui, je vois que je suis en total accord avec ce qu'il vient d'avancer. Il a fait une bonne synthèse sur la définition du domaine du bâtiment. Et on considère partout au monde que le domaine du bâtiment, c'est le premier pilier d'une économie et d'un pays. Très bien. Vous-même, M. Saidi, qu'est-ce que vous... Bien sûr, M. Hasnaoui est le doyen donc, des promoteurs aussi. Donc, il est parmi les précurseurs qui a commencé à faire les matériaux de construction de qualité en Algérie. Donc, en l'occurrence, les produits prêts à l'emploi. Donc, il le connaît par rapport à ça. Je ne vais pas faire l'éloge de sa société, mais par rapport à son aventure dans ce domaine-là, où le moment où les gens ne croyaient pas à ça, donc il était précurseur dans les nouveaux matériaux, notamment pour moderniser un petit peu et pour adapter le bâtiment à ce qu'il faut faire. Maintenant, il a mis le point sur des choses très très importantes. Il a parlé du rôle de l'État, il a parlé de la formation. C'est des choses qu'on a cessé on a pratiquement dans tous les salons, tous les moments, donc on a parlé de ça, on a soulevé ce problème-là. Et faut-il maintenant, comment faire pour concrétiser ces choses-là, donc passer au concret. Maya Dali, vous partagez aussi ce sentiment, je suppose, de M. Hasnaoui. C'est tout un tout, la promotion immobilière, hein, et ça reflète aussi pour vous le développement économique d'un pays. Et où c'est qu'on en est aujourd'hui, selon vous? Est-ce on a évolué du point de vue de la promotion immobilière? Est-ce que les choses se font mieux qu'avant? Parce qu'il est toujours facile d'apporter des critiques, ce que nous allons faire dans un instant, mais les choses ont bien évolué quand même. Oui, énormément. C'est-à-dire, enfin, il y a des problèmes, comme pas dans toute activité, je pense. L'Algérie a pris son indépendance en 1962, donc ça fait à peine 50 ans. On essaye d'évoluer, l'évolution, on la voit, on la ressent, ça c'est clair. Et oui, je dirais que M. Hasnaoui a résumé très très bien tout ça. Et la problématique aussi, il y a eu des petits points où il faudra développer ce qui a été dit. Alors justement, aujourd'hui, que représente la promotion immobilière privée déjà et la promotion au regard du total du bâti? Est-ce que vous avez des chiffres les uns ou les autres pour nous dire un petit peu quelle part vous-même vous prenez par rapport à ce que fait l'État, et Dieu sait si l'État fait en ce moment? Monsieur Habash. Personnellement, je n'ai pas de chiffres, mais je peux vous avancer une idée à notre part du marché. Si on se base sur le nombre d'entreprises qui sont qualifiées au niveau du ministère, on va voir que le chiffre il est alarmant. Voilà. Donc maintenant, promoteur... On est à moins de 5%, voilà, moins de... Voilà, déjà là, à la base, parce que par définition, une promotion immobilière, c'est l'aboutissement d'une évolution logique d'une entreprise de réalisation. Après, on rajoute l'aspect engineering, tout ce qui est études et développement. Et un autre aspect, c'est le montage d'opérations. Ça touche un peu de l'économie, de l'étude de marché et tout. Donc, si on prend à la base, si on fait si on fait un raisonnement de logique, actuellement, on voit que sur le marché, il y a peu d'entreprises de réalisation. Donc, c'est systématique. Il y a peu de promoteurs. Et si on avance un chiffre approximatif, qu'on a une petite... 1%. Voilà, pas 1%, mais on n'est pas vraiment représentatif par rapport à la disponibilité des réalisateurs. Voilà.
Et pourquoi ils travaillent tous pour le compte de l'État? C'est ça généralement? Ou ils sont plus favorables à travailler pour l'État? Non, les réalisateurs dont vous parlez. Non, actuellement sur le marché, on a peu d'entreprises de réalisation disponibles sur le marché. Et ça, c'est un constat qui a commencé. Elles sont généralement requises pour l'État, c'est ça? Pour les projets de l'État? Ils ne peuvent même pas répondre au cahier de charges établi par l'État. Et ça a commencé. Donc l'État lui-même est embêté sur cette question-là. En difficulté. Et d'ailleurs, on le voit par le recours aux entreprises chinoises, que maintenant on considère que c'est une solution incontournable, par défaut qu'il n'y a pas une présence forte d'entreprises étatiques ou privées de réalisation sur le marché. Et ce constat-là, il existe depuis les années 90. Alors, vous êtes là, 3 opérateurs privés. Comment vous faites pour fonctionner? Avec quelles entreprises d'exécution, de réalisation, de construction, vous travaillez? Moi, personnellement, la première décision que j'ai faite, c'est de réduire mon plan de charge. Donc, je m'engage par rapport aux moyens que j'ai. Nous, on est structuré d'une manière que on avait l'entreprise de réalisation depuis les années 62. Dans les années 2006, on a commencé à réaliser à 100% nos programmes immobiliers. Et à un moment donné, on a constaté malheureusement qu'on n'avait pas les capacités de faire face à un programme dans le nombre plus élevé. Donc ce qu'on a fait, on a commencé à composer et on a intégré des entreprises chinoises pour tout ce qui est gros œuvres et on a gardé notre savoir qui se résume dans tout ce qui est aménagement, design et tout. Mais suite à ça, on a constaté encore qu'on a toujours des limites. Par rapport au premier critère, c'est la disponibilité de la main-d'œuvre. Qualifiée ou non qualifiée. Donc on a un grand problème de main-d'œuvre. Et sincèrement, le seul recours que moi, personnellement, j'ai pour honorer nos objectifs et notre politique de mettre des logements de haut standing sur le marché, c'est de réduire le logement et le plan de charge. Vous avez dit le gros œuvre avec les Chinois. Voilà. Et les finitions avec les Algériens? Les Algériens 100%. En 2006, j'ai réalisé un programme d'une résidence à 100% dans un délai très respectable, 24 mois à 100% avec une main-d'œuvre algérienne. Après, depuis 2006, on a assisté à une diminution alarmante de la disponibilité de la main-d'œuvre. C'est dû à quoi? Au nouveau projet de l'État, c'est ça? C'est pas déjà il y a une forte il y a un programme énorme lancé par l'État dans les différentes wilayas, c'est honorable pour régler le problème du logement. Et il n'y a pas de renouvellement aussi. Tout ce qu'on avait comme main d'œuvre concentrée dans la capitale, ça c'est on a assisté à un retour des gens, des ouvriers. On savait qu'à la base, un ouvrier, c'est 90%, c'est des gens de l'extérieur. Oui. Donc, et c'est normal, ils ont plus de qualité de vie. Ils préfèrent un ouvrier de travailler à 10 km de chez lui ou de passer à 400, 500 km. Donc bon, nous, on a senti ce recul d'une manière significative. Et actuellement, je peux vous donner le constat, il est très très alarmant au niveau de la main-d'œuvre. Soit pour les entreprises privées, soit pour les industriels, soit dans l'agroalimentaire, soit dans le secteur public. Donc ça, c'est un constat qui existe, qui est clair. C'est du concret. Khalifa Saïdi, alors vous, à Aymen Production, c'est la même chose? Comment vous fonctionnez? Avec qui vous travaillez? C'est presque la même chose parce que c'est un passage obligé. Mais bon, si je reviens un petit peu, un promoteur ne peut pas être maître d'ouvrage et maître d'œuvre et entreprise de réalisation. Donc il doit séparer, forcément c'est une pour pouvoir gérer ces projets. Donc dans une démarche classique, il faut toujours qu'il y ait un entrepreneur principal ou un ensemble de sous-traitants qui réalisent le projet. Donc ces sous-traitants, on les trouve sur le marché, donc lesquels vont recourir à une main-d'œuvre bien sûr locale. L'expérience qu'on a eue avec les sous-traitants algériens, donc effectivement, c'est le problème, c'est la main-d'œuvre. Le problème de la main-d'œuvre parce que c'est une main-d'œuvre qui n'est pas très qualifiée, qui n'a pas eu la formation minimale, ne serait-ce que sur la sécurité de chantier, parce que nous avons énormément d'accidents sur chantier.
Et parfois, nos craintes, c'est pas aussi la compétence. Est-ce que ce bonhomme-là, il va respecter il va porter les chaussures de sécurité qu'on oblige à avoir à l'entrée. Donc, on donne le casque, la chaussure de sécurité, le masque, les lunettes, et qu'on ne le retrouve jamais sur chantier. Donc, nous sommes appelés à appel à l'ordre. Il y a une résistance de la part des ouvriers eux-mêmes qui n'ont pas conscience de la sécurité pour eux. Oui, il y a une résistance par rapport à ça. Et aussi, donc... Mais il doit y avoir aussi l'autre pendant. Il doit y avoir aussi des promoteurs, enfin, ou des entreprises de construction qui n'apportent pas aussi tous les éléments de sécurité. Ce que je dois vous rappeler, pardon, que le besoin en main-d'œuvre sur un chantier, ce n'est pas un besoin constant. Donc, il évolue en fonction de l'évolution du chantier. Il y a un moment où on a besoin de 400, 500 ouvriers pendant 2 semaines ou 3 semaines, et un autre moment où on a besoin juste de 40, parce qu'on est dans le courant faible, ou dans l'électricité, ou dans la clim, ou dans quelque chose comme ça. Donc, il y a un planning d'intervention sur chantier, et ce planning-là, donc, pour des raisons aussi techniques, et donc il ne faut pas qu'il y ait des chevauchements, tous les corps d'État en même temps, et aussi concilier programme et sécurité. Sur ce plan-là, donc, les sociétés, partout dans le monde, les sociétés du bâtiment font appel ce qu'on appelle aux sociétés d'intérim. C'est-à-dire, on fait appel aux sociétés d'intérim qui nous fournissent le besoin donc, temporaire en main-d'œuvre. Ça, on ne l'a pas en Algérie. On n'a pas les sociétés d'intérim. Donc, si on doit recruter... Même pas chez l'ANEM, non L'ANEM, il n'y a pas. L'ANEM, c'est une demande de recrutement donc c'est une demande de recrutement donc en CDI ou en CDD, donc il n'y a pas de société d'intérim, donc ils vont le filtrage, donc ils filtrent donc ils ont des dossiers, mais c'est la même chose pour les ports aussi, les journaliers, les dockers, comment ils fonctionnent? Effectivement, donc toutes les sociétés maintenant, si on se compare à ce qui se fait ailleurs, ils ont dans leur schéma économique et tout ça, donc ils ont les sociétés d'intérim qui sont là pour combler ces déficits en main-d'œuvre temporaire. D'accord. Voilà, donc ici on n'a pas ce recours-là, donc ce qui fait, on a trouvé maintenant la solution, c'est d'avancer dans le gros œuvre. Et le gros œuvre, c'est qu'on a trouvé que la main-d'œuvre chinoise ou les sociétés chinoises qui ont une cadence. Pourquoi ce ne sont que les Chinois qui sont sur le terrain en matière de gros œuvres essentiellement? Ça vient des coûts Des coûts qu'ils offrent par rapport déjà. Si on prend une entreprise chinoise, le coût de revient du béton par rapport à un prêt de revient d'une entreprise algérienne, ça varie de l'ordre de 20%. Par rapport à une entreprise algérienne, mais par rapport à une entreprise népalaise ou... Népalaise, ils sont plus chers de 20%. D'accord. Vous avez parlé de statistiques tout à l'heure. On a essayé de faire une approche statistique par rapport au rendement de l'ouvrier algérien par rapport aux Chinois. On a trouvé qu'avec un travail, j'allais dire, presque scientifique, donc elle a été fait par des gens de statistiques, on leur a demandé d'essayer de donner des ratios comme ça. On a trouvé que l'ouvrier algérien travaille 3 heures par jour sur chantier. Alors que le Chinois, il fait 7 heures. Un peu plus. Des fois, ils travaillent en dehors des heures de travail réglementaires. Et ça vient de quoi? C'est une culture, cette discipline, Ils ont une discipline militaire. Oui. C'est culturel. C'est culturel. Mais moi, personnellement, je ne vais pas reporter la responsabilité par rapport aux ouvriers. Les ouvriers, je pense que c'est les derniers responsables de cette situation-là. Malheureusement, nous, on a le choix de faire recours aux entreprises chinoises pour 2 raisons. Ils sont très fiables en termes de délai. En même temps, ils sont disponibles, ils sont efficaces. Maintenant, si on prend une entreprise moyenne algérienne, elle est efficace à un certain stade. Si on commence par les petits chantiers, plus ou moins, c'est une solution à titre d'exemple pour les villas ou pour les petits programmes de promotion immobilière. Mais à un moment donné, dès qu'on dépasse un stade, l'entreprise algérienne qui existe actuellement sur le marché, elle n'est pas capable de répondre par rapport
à beaucoup de critères. Si on prend le problème à l'origine, dans les années 90, moi personnellement, j'ai assisté à une chute libre de présence d'entreprises de réalisation au niveau national. Donc voilà. Donc après, il y a des entreprises étrangères, ils n'arrivent pas à faire concurrence aux Chinois. Pour une simple raison, les Chinois ils sont structurés d'une manière très organisée, très militaire. Donc ils ont la capacité de réduire les charges au max, où une entreprise étrangère elle ne peut pas faire face. Donc actuellement, le seul recours pour les promoteurs ou des entreprises ou l'État, c'est d'utiliser des entreprises chinoises. Et malheureusement, on sait qu'une entreprise chinoise, elle n'a pas la culture de faire participer des ouvriers algériens. Donc, voilà. D'accord, ils ne partagent pas. C'est culturel, c'est pas que voilà, c'est incompatible. Contrairement, si demain on fait travailler une entreprise européenne ou telle que... C'est peut-être parce qu'ils ont du mal à les... Non, c'est culturel. Après, il y a un autre problème. Si on prend maintenant, on sait que le métier de bâtiment, c'est un métier très très difficile. Il y a beaucoup d'opportunités de travail ailleurs, dans la restauration, le tourisme, l'industrie. Donc un jeune Algérien, avec l'ouverture de l'économie, a beaucoup de projets dans la tête et tout. Donc il préfère travailler ailleurs au lieu de travailler dans une entreprise de réalisation. On commence à 7 heures, où on a un travail ça demande des capacités physiques et tout. Donc c'est question de choix. Donc le jeune Algérien, il est tenté de travailler ailleurs. Voilà. Et on assiste à un vide de disponibilité de main-d'œuvre. Voilà. Maya Dali, alors vous, Click Promotion, donc normalement chez vous tout se passe bien comme par un clic, mais est-ce que c'est aussi, vous vivez ce caractère pénible de la promotion, oui, le recrutement et donc vous avez recours aussi aux Chinois pour les grosses œuvres? Non, pour l'instant pour le haut standing on a trouvé une petite boîte de réalisation portugaise et qui fait travailler les Algériens aussi. Donc, des Portugais et des Algériens. Des Portugais et des Algériens. Click Promotion aussi à son équipe. Donc on a imposé notre équipe sur chantier justement pour un petit peu prendre le savoir de ces gens-là. Voilà. Très bien. À condition de conserver les Algériens pour d'autres chantiers. Est-ce qu'il y a une fidélité en la matière? Parce que c'est peut-être pas facile dans ce métier de la construction de conserver les hommes. Non, pour l'instant ça c'est bien, ça a marché. Par contre sur les 400 logements, non. Quand c'est le haut standing, c'est 22 jusqu'à, voilà, pour rejoindre M. Hbesh, dans le haut standing, on a pu le faire. Nous avons deux résidences, 22 appartements et une autre de 47 appartements. Donc ça, on a pu faire ça. Mais pour rejoindre M. Hbesh ici présent, on fait exactement comme tout le monde. On a pris les Chinois, malheureusement. Et voilà, pour avancer et surtout satisfaire le client et les délais. Pour compléter mon analyse, et rejoindre ma collègue, le problème qui se pose actuellement sur la main-d'œuvre, c'est côté gros œuvre. Tout ce qui est béton, à la limite maçonnerie. Mais le reste, on arrive à réaliser nos projets dans les délais avec 100% de main-d'œuvre algérienne. Donc nous, on a plus de problèmes au niveau de la main-d'œuvre qualifié pour tout ce qui est gros œuvre. Après, si on prend les lots, électricité, plâtre, plomberie, revêtement, aluminium et tout, on arrive à réaliser des logements de haut standing et de qualité avec une main-d'œuvre algérienne. Et ça, c'est le bon côté des choses. Donc, et si on attaque à des projets de grandeur, techniquement, c'est impossible de faire face à des projets sur la partie grosse œuvre. Je précise bien que c'est sur la partie grosse œuvre. J'ai bien compris. Voilà. Cela dit, vous deux, vous avez tous les deux prononcé le terme de haut standing. Vous vous dites que vous faites du haut standing. Est-ce que vous, chez Ayman Production, vous parlez aussi de vous faites du haut standing ou vous vous arrêtez au standing? Bon, moi je l'appellerais du standing, même si les gens l'appellent haut standing. Le superlatif, il est toujours relatif. Donc, par rapport à quoi?
Donc je dis que dans Ayman, on a amélioré la qualité. La qualité tout d'abord, donc il faut que l'espace de vie, que la demande actuellement, l'adapter à cette nouvelle génération, entre guillemets. Donc ces nouveaux couples qui ont un certain niveau d'instruction et certains désirs de s'améliorer socialement, donc par rapport à ça, et donner aussi, utiliser des matériaux dits modernes pour améliorer le confort de l'habitat. Je vais vous arrêter là. On va écouter, tout à l'heure nous avons entendu Brahim Hasnaoui, qui est le père fondateur donc, du groupe Hasnaoui. Nous allons écouter maintenant son fils, qui est le directeur général de l'entreprise, à qui j'ai demandé si l'on faisait du standing et du haut standing ici en Algérie. Écoutons-le. Il y a des appartements qui sont vendus à 400, 500 000 dinars le mètre carré. Est-ce que pour autant ils ont le droit de se présenter comme, ou de s'afficher comme étant des promoteurs de haut standing? Alors, si vous me dites 450 000 dinars pour un logement qui est situé dans un immeuble de R plus 20 étages, là où il n'y a pas d'espace vert, là où il n'y a pas une convivialité dans ces logements-là, écoutez, je ne me permets pas, ce n'est pas des hauts standing. Le haut standing, c'est d'avoir quelque chose d'aéré, de restreint, d'avoir beaucoup plus de commodité à l'acquéreur, parce que là, il achète un logement, il vit à l'intérieur de son logement. Mais quand il sort son logement, il est où? Donc la position de cette cité, il faut voir, c'est tout un ensemble. Mais qui est-ce qui gérera par la suite cette cité? Comment la gérer? Comment la maintenir? C'est la question qu'on est en train de se poser, c'est ce qu'on est en train de créer, de gérer. On a créé carrément une société à part entière qui ne gérera que la société à long terme. Nous avons dans notre expérience plusieurs cités. Nous savons pertinemment au bout de quelques années, par manque de maintenance, par manque de gestion, ça se dégrade au vrai sens du terme. Donc notre souhait c'est de développer, de maintenir ces cités-là pour oser dire que c'est du haut standing. Ce n'est pas le jour de la livraison du logement, c'est dans le long terme. Mais vous êtes quand même optimiste pour le haut standing ou pas dans le futur? Alors, il pourra éventuellement avoir du haut standing en Algérie, mais en dehors des agglomérations, c'est-à-dire en dehors des cités, en dehors des villes, des centres-villes, car aujourd'hui on n'a pas la possibilité de réaliser des hauts standing en vrai sens du terme. Le haut standing, on peut le trouver là où il y a des terrains aérés, des assiettes importantes, superficie importante. À partir de ce moment-là, nous on pourrait dire qu'on pourra réaliser des hauts standing avec carrément des bouts de ville. Quand je parle de bouts de ville, c'est avec l'ensemble des commodités qu'a besoin un citoyen pour se sentir à l'aise à l'intérieur de sa cité. Donc si j'ai bien compris, Omar Hasnaoui, vous ne faites pas de haut standing? On fait du très bon standing. Mais le haut standing, c'est trop osé pour moi en Algérie. On ne le fait pas. Voilà, alors, standing, haut standing, ou même très bon standing, difficile de s'y repérer. Alors, le haut standing, il existe ou pas, ou est-il qu'illusoire? Personnellement, moi, avant de commencer à répondre à cette question-là, il faut déjà définir c'est quoi le standing. Très bien. Et avant de faire une définition, il faut avoir un constat par rapport à l'existant. On sait tous que ce qu'on a sur la qualité de logement sur le marché algérien, c'est plus des blocs d'habitation. On a hérité depuis 50 ans des logements, disons, plus pour régler une situation de besoin que de qualité de vie. Et les très beaux logements voilà. qu'on voit au centre-ville d'Alger sont en décrépitude malheureusement. Là c'est ça. Voilà. Donc ça, c'est des logements plus ou moins abandonnés. Ils ne sont pas dans une politique de récupération. Même si voilà. ici, il y a des tentatives actuellement. Tentatives, mais il n'y a pas... Moi, personnellement, c'est des tentatives, mais sur le fond, comme il a dit tout à l'heure M. Hasnaoui, il faut avoir la croyance de la chose. C'est culturel. Il faut aimer la chose et croire que le standing, c'est culturel. Voilà. Donc, après, moi, j'ai assisté, ça fait une dizaine d'années. Je pense qu'il y a un début à faire le haut standing. Maintenant, tout est relatif. Moi, je ne suis pas d'accord par rapport au fils de Hasnaoui lorsqu'on dit que le haut standing, c'est à l'extérieur de la ville.
On peut avoir du standing à l'intérieur de la ville avec des surfaces restreintes, comme le cas de Paris. On a des logements de 80 mètres carrés. Oui, vous dites, je suis bien à l'intérieur, mais je sors où je suis. Mais on ne peut pas. Là, si on prend le cas de Alger, moi je pense que c'est le point de chute. C'est Alger Centre. Et à partir de là, on prend la ville d'Oran, Annaba. Ils font des choses et je pense que la ville d'Oran, je pense qu'elle a une petite avance par rapport à Alger et je félicite les gens d'Oran qu'ils ont osé, ils ont proposé des choses, ils ont fait des choses. On prend le cas, c'est en visite Oran, on voit qu'il y a un grand changement et on le sent. Maintenant, le standing, pour moi, sa définition, ça ne se limite pas sur le degré de qualité de l'habitat. On peut avoir des appartements bien aménagés, bien décorés, mais pour moi, le standing, c'est d'offrir la possibilité de réaliser un rêve. D'accord. Et justement, alors, est-ce qu'aujourd'hui, les promoteurs réalisent ce rêve? Moi, si je prends mon cas, j'ai commencé la promotion immobilière en 2006. Je me suis fixé un objectif de faire que le standing. J'ai commencé par un projet qui est concrétisé ABT. Il n'est pas parfait, et là c'est lacune, mais je considère par rapport à l'existant, on a pu offrir beaucoup de choses positives et beaucoup de choses positives dans le sens que on a réalisé un projet de standing sur le plan aménagement, utilisation des matériaux de construction. On a intégré la notion de sécurité et gardiennage. On a essayé d'offrir des espaces très fonctionnels avec toutes les commodités pour pouvoir dire que c'est du standing. Où se situe cette réalisation? C'est à Compensmar, à côté de la faculté de droit. On a réalisé un ensemble de 17 villas sur des terrains de 200 mètres carrés. On a intégré des petites piscines, des hammams, des logements, des cheminées, de la décoration, de l'espace vert. On a utilisé des matériaux locaux qui sont de qualité, la pierre décorative. Est-ce que les accès sont faciles? Les accès, ça c'est l'environnement. Ah, et justement. Donc peut-il y avoir du standing sans environnement? Parce que vous pouvez tout faire à l'intérieur et même dans l'extérieur immédiat, mais il faut un environnement. Et c'est pour ça qu'on a du mal à croire qu'on puisse vivre. C'est possible. Moi, je vais vous dire une chose. Il faut qu'on arrête ce langage négatif. Je pense il n'est pas négatif. On sort, on voit ce qui se passe ailleurs. C'est pas par rapport à vous, c'est par rapport à l'ensemble des Algériens. On fait fausse route. On est en train d'aller dans le sens inverse. Moi, personnellement, j'ai vécu des situations qui sont objectives. En 2003, lorsqu'il y avait les événements des inondations, à l'époque, le Wali a commencé à faire des aménagements à Bab el Oued. C'était un quartier populaire où on manquait d'espace, de jardins, d'aménagement extérieur et urbain. Ce que j'ai vécu moi à l'époque, une fois que le Wali a finalisé ses aménagements, la population a intégré l'espace. Et a récupéré l'espace, elle a commencé à préserver l'espace. Donc il y a l'effet d'action et la réaction positive. Donc ça a donné un bon signe positif que l'Algérien, je pense que l'Algérien, il est intéressé par son environnement. Moi, j'ai pris cette idée-là et j'ai essayé de la reprendre sur mon programme. Et effectivement, une fois que j'ai fait la livraison de mon programme, j'ai vu que mes clients, ils ont réagi d'une manière très, très positive par rapport à l'espace que j'ai pu leur offrir. Donc, c'est des gens qui insistent sur le maintien de la sécurité et le gardiennage 24/24. C'est des gens qui réagissent d'une manière positive sur la propreté du site. C'est des gens qui ont vraiment intégré le site. Quel est le prix de vos logements au mètre carré? Le prix de nos logements, c'est on part du haut pour standing. Bénéficier de ce standing. Ça tourne entre 200 000 dinars et ça peut aller jusqu'à 250 000 dinars. Voilà. C'est le prix qu'on a fixé par rapport à la demande. Et pour des surfaces qui sont au minimum de... Voilà. Donc là, je passe à un autre critère. Pour la question, est-ce que c'est possible? C'est possible. Il faut avoir confiance aux promoteurs. Il faut que les citoyens
a plus d'exigences parce que nous, on fonctionne par rapport à la réaction des clients. Si on a des clients exigeants qui connaissent bien leurs besoins et ils sont là pour donner un cahier de charge bien spécifique, je suis désolé, on n'a qu'à suivre. D'accord. Donc voilà. Vous-même, chez Click Promotion, alors, bon, pour l'instant, vous avez encore peu de réalisations, je crois, ou Non. vous en êtes à la combien de réalisations? La 4e. 4e, d'accord. Et vous avez donc un beau projet qui se situe à Hydra, Oui. et dans une belle rue, plutôt calme, et vous avez fait du haut standing pour des appartements dont le prix au mètre carré a atteint les, je vous laisse le dire, Ça dépend, hein, ça dépend de l'étage, de l'exigence des clients. En fait, nous, on a 22 logements sur Hydra. Donc, d'abord, pour le haut standing, parce que là, j'ai envie de reprendre... le haut standing, tout d'abord, c'est une localisation intéressante, c'est-à-dire être au centre, c'est très très important, surtout que c'est les besoins de nos clients. Donc quand on dit, j'ai vu dans le reportage qu'en fait il faut être à l'extérieur, c'est tout à fait le contraire. On ne peut pas, les gens travaillent sur Alger, tous promoteurs comme on sait que tout le monde veut être sur Alger Centre. Carrément. Donc ça c'est la localisation. Par la suite, le nombre d'appartements est très très important. Donc on fait dans le haut standing et le moyen standing. On a la résidence Joumaïra aussi, 400 logements à Cléra. C'est exactement ce qu'on importe pour Parmentier, la résidence Parmentier qui se situe à Hydra. On fait la même chose pour Cléra, c'est-à-dire c'est les mêmes matériaux qu'on utilise. À 130 000 dinars le mètre carré pour le moyen standing. Hein. Mais c'est juste que c'est en dehors d'Alger. On a l'îlot central, un petit jardin. Donc vous, c'est en fait, on fait les deux. On essaye de satisfaire tout le monde. Et vous pensez que la seule localisation au centre justifie des prix plus forts parce que le terrain, on d'abord... le paye extrêmement cher. C'est des prix, ça c'est plus nous, c'est le foncier. Voilà, c'est ça qu'il faut prendre en considération. Monsieur Saïdi, alors, vous disiez que la qualité, l'essentiel était de progresser petit à petit. Donc, vos appartements sont à quel prix aujourd'hui, de manière générale? Les prix sont presque les mêmes, donc nous sommes dans la fourchette de 250 000 dinars. C'est la fourchette. Parce que vous êtes tributaire du terrain, c'est ça d'abord? Voilà, donc on est tributaire du terrain et aussi des coûts de la construction qui est terriblement cher. Quelles sont les marges aujourd'hui que prennent les promoteurs dans ce type de logement? S'il vous plaît, même si sans doute vous allez me rappeler que le commerce est libre et que les prix... Non, c'est pas dans le sens commerce libre. Nous, on pratique des prix du mètre carré qui répondent aux besoins du marché, on s'aligne. Sachant que si un client n'est pas satisfait par rapport au prix de vente, il ne va pas acheter. Il a la liberté de dire que je ne suis pas intéressé. Je vais vous donner un chiffre indicateur. Si on prend un logement F3 sur la cité de Garidé 1, oui, qui est considéré comme un logement social à l'époque, oui, fait par l'État. Actuellement, un logement F3 à Garidé, il est à 22 millions de dinars pour une surface de 75 mètres carrés, avec une cage d'escalier vraiment dégradée. Donc on est à 250 000 dinars du mètre carré, c'est ça? Non, on est à 30 millions. 300 000 dinars. 300 000 dinars. Maintenant, si on fait la comparaison pour le même produit, on est beaucoup moins cher. Maintenant, est-ce que nous, on est cher par rapport à ce qu'on offre? Très bien. Oui, monsieur Saïdi, rapidement. Au standing, vous avez demandé tout à l'heure est-ce qu'on fait du haut standing, parce que mon collègue l'a dit, je ne sais pas comment définir le haut standing. Nous, chez Ayman, ça fait 20 ans qu'on fait le standing, mais on n'a pas cherché à le définir, on a laissé les clients le définir pour nous. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé par acheter de petites poches de terrain à travers le terrain Alger, donc, et sur ces poches de terrain, donc le dessin de la maison et de la résidence standing a été défini par nos clients. Donc c'est une discussion directe avec les clients. Il faut aussi savoir que le client du haut standing, c'est pas monsieur tout le monde. Voilà, donc il fallait définir ce besoin par rapport à ce que lui voit
Alors, rapidement, Nifres, parce qu'on a un invité surprise et que je voudrais interroger et faire débattre avec vous. Je vous écoute, oui. Non, mais c'est juste pour dire que par rapport au standing, c'est des idéaux comme ça, pour rejoindre juste ce qu'il vient de dire, c'est que c'est vrai, on suit le client, les besoins du client. Nous, on avait fait la dernière réalisation, Monsieur Habesh est au courant, c'est au niveau des sources, oui, juste avant celle de Parmentier. Oui. Et c'est vrai que les clients demandaient des spas au niveau de leur résidence et on a réalisé ça au niveau de Parmentier et même sur notre deuxième projet sur Hedra. Donc pour répondre aussi au reportage, c'est que oui, on prend en considération c'est-à-dire l'entourage, l'environnement et le reste. Rapidement, moi, personnellement, j'opère complètement différemment. Je me considère que je suis professionnel, on est des professionnels de l'activité. Moi, sincèrement, par rapport à mon expérience, le client, généralement, il ne maîtrise pas bien le sujet. On prend 80% de clients. Oui. La notion de standing, elle leur échappe. Très bien. Donc nous, à la base, on est déjà formés dans ce sens-là. On est des promoteurs, on fait de l'engineering, on fait des déplacements dans des usines, on a des idées sur le standing, on essaie toujours d'offrir quelque chose et de surprendre le client. Donc généralement, c'est ça le vrai standing. Il faut que le client, à la fin, a le sentiment qu'il a toujours une plus-value. Oui, justement. Voilà. Finalement, le standing et le standing, c'est aussi l'appréciation du client qui se sent bien. Voilà, c'est la surprise. Qui a le coup de cœur ou non. Voilà. Bien, nous allons... vous savez, la promotion immobilière, c'est une histoire, c'est une genèse, c'est une histoire en cours, mais c'est aussi une histoire d'après. Et après, c'est aussi la manière de gérer la promotion pour que la promotion continue non seulement de durer, mais de développer une plus-value pour l'immobilier en question. Nous allons parler avec un des grands experts ici que connaît le pays, un agent immobilier qui est connu sur la place et que nous allons recevoir dans un instant. Taharlaniche, bonsoir, vous nous rejoignez, vous êtes notre invité et bonsoir. Vous avez suivi ces débats et je vous ai invité à intervenir pour nous dire un petit peu, pour nous parler de la gestion des biens immobiliers. Vous qui êtes à la tête d'un cabinet immobilier qui s'appelle le Mètre Carré à Cuba et qui développe maintenant des actions notamment dans la gestion et de l'administration des biens. Alors, on a parlé de promotion, c'est vrai qu'on a vu qu'on a évolué, standing au standing, bon, vous nous direz votre mot aussi là-dessus, mais le standing et le haut standing, c'est aussi de continuer l'histoire et c'est de gérer avec souci, avec soin la propriété immobilière. Et ça, c'est pas facile. Quand on voit que dans ce pays qu'est l'Algérie, beaucoup de projets sont lancés, réalisés, et beaucoup d'investissements sont faits, et puis partent en décrépitude parce que la maintenance n'est pas là, la gestion administrative fait défaut. Voilà, alors je voudrais vous entendre sur ce volet-là. Je vous parce remercie. Que le standing est lié de fait à la gestion. Absolument, absolument. Mais je veux, excusez-moi, monsieur Aladouche, je remercie d'abord les interventions de nos chers promoteurs que je connais personnellement. J'ai l'habitude de travailler avec pas mal de promoteurs et j'ai constaté d'abord, pour parler du haut standing, à mon avis, il faudrait le redéfinir à mon humble avis, mais je pense que le haut standing, c'est un très haut niveau de confort. C'est un niveau de confort. C'est-à-dire que le futur acquéreur d'un logement de soi-disant, entre guillemets, haut standing, il doit absolument, dès la sortie de son travail, en rentrant chez lui, tout le parcours, l'accès vers son habitat, il faudrait qu'il soit dans le confort. C'est vrai, on écarte les aléas de la circulation et tout, mais visuellement, déjà visuellement, au moins il se repose. Il n'a pas une agression visuelle par des câbles, des poteaux qui sont en plein trottoir et aussi des
des poubelles à gauche et à droite parce que la wilaya d'Alger n'a pas, Netcom n'a pas évacué la poubelle. Donc tous ces aspects, petits aspects qu'on juge, peut-être qu'on les voit tous les jours, mais auxquels on ne donne pas de l'importance, mais ça nous agresse. Déjà, le standing, il commence de baisser d'un niveau. On continue, en rentrant chez lui, déjà, l'immeuble, on voit, il n'y a pas de boîtes aux lettres, elles ne sont pas en harmonie. Les promoteurs, maintenant, actuellement, sont en train de réaliser, en prenant soin des aspects extérieurs, éventuellement extérieurs, c'est-à-dire à partir du seuil, on entend vers le hall de l'immeuble. Et puis, on monte et on rentre chez soi. Mais en ouvrant les fenêtres de chez soi, on voit, c'est pas les toits de Paris qu'on va admirer, mais c'est des... Ils ne sont pas toujours... Non, mais c'est pas évident. Mais je parle aussi, on va voir des constructions inachevées en face. On voit un immeuble qui on n'a pas de soleil, on n'est pas... Et aussi, on se réveille le matin, en sortant, les poubelles ne sont pas prises par le Netcom, la minuterie ne fonctionne pas, les escaliers ne sont pas nettoyés, rien n'est entretenu. Je voudrais défendre Netcom quand même, parce qu'ils font un sacré boulot, mais c'est plutôt l'indiscipline des riverains qui fait que les poubelles sont toujours là. Il n'y a pas que ça, c'est un tout. Il faut se poser la question, pour y vivre dans le confort, oui, bien sûr. Il faudrait un peu de tout. Donc, s'il y a vraiment une politique qui est installée pour tout le monde et que tout le monde accepte déjà, et le citoyen doit s'impliquer davantage dans l'organisation de sa vie confortable, pour sa vie confortable, ça serait vraiment très intéressant. Mais moi je dirais que les promoteurs, des fois je parle souvent des promoteurs qui réalisent des logements, ils n'ont jamais pensé pour après. On livre des logements, on promet aux copropriétaires des choses et on n'arrive pas à les tenir, des promesses qu'on n'arrive pas à tenir, telles que les parkings, les stationnements. On leur dit qu'il y a un parking et on n'arrive pas à trouver de place et ça engendre des disputes entre les voisins. Et aussi, il n'y a pas la cotisation des charges, les copropriétaires ne payent pas les charges et le promoteur ne sait pas comment se retourner contre les promoteurs. Et il se pose la question en allant à la justice, donc ça va traîner. Donc ça réduit un petit peu la notion du haut standing. Si on ne vit pas chez soi confortablement, et donc ce n'est pas du haut standing. Voilà ce que j'ai à dire sur ce point-là. Sur la gestion maintenant, alors indubitable, il faut désormais aller vers une gestion et une administration des biens professionnelle. Il faut professionnaliser obligatoirement. C'est ce qui se fait, c'est ce qui se fait partout dans le monde. Et bon, la loi sur la promotion immobilière 08, non, c'est la loi. Peu importe. Oui. La promotion immobilière, elle prévoit dans l'article 62 ou 72 la gestion des parties communes par le promoteur pendant 2 ans à la vente du dernier lot. Donc c'est une obligation. Donc ça la vente, précisez-le, à la vente du dernier lot. C'est très important. Mais il faut le rappeler parce que. Mais rappelle parce qu'il y a tellement de choses à développer à cause de ce rajout à la vente du dernier lot que vraiment certains promoteurs. Parce que quelquefois le dernier lot met 5 ans pour se vendre ou plus. Ou il ne se vendra jamais aussi. Ou il ne se vendra jamais et donc le promoteur est emprisonné. Et de la même manière, les promoteurs se servent font défaut aussi à leurs obligations plus souvent aussi. Oui, absolument. D'ailleurs, je rejoins l'avis de M. Hassanaoui, le DG du groupe Hassanaoui, qui a parlé d'une chose, c'est la vérité. Il n'y a pas de haut standing en Algérie. C'est lié à tout un environnement. Je vous disais tout à l'heure. Mais il y a selon lui du très bon standing. Du très bon standing, je vous dis, ça dépendra
comment on considère le haut standing. Et aussi, attention, il y a aussi c'est important, non, il n'y a pas que ça. Il faut considérer aussi la perception du standing par le client lui-même. Restons sur la gestion et l'administration des biens. Pourquoi, et c'est important, et comment est-ce qu'il y a des professionnels? Est-ce que la loi est suffisamment bien, on est bien outillé du point de vue réglementaire? Est-ce que les professionnels sont là? Est-ce qu'on peut aujourd'hui s'adresser à des professionnels? Il y a des syndics de copropriété, l'État. Vous savez que pour les syndics de copropriété, il y a un problème, puisque comment fonder légalement un syndic de copropriété? Est-ce que vous le savez? Oui. Je vous écoute. Attendez, il y a des textes qui sont sortis les dernières années, qui ont abrogé certains décrets. Et la notion du syndic de copropriété, il a été abrogé. Donc, on a fait sortir l'administrateur de biens. Donc, c'est lui qui va gérer depuis 09-18. Le 2009, le décret 09-18 qui régit l'activité de l'agent immobilier, parce qu'il définit agent immobilier, agence immobilière et administrateur de biens. Et c'est toujours soumis à un agrément au niveau de la wilaya? C'est pas au niveau de la wilaya. L'agrément, il est délivré par le ministère de l'Habitat. Non, pour le gestionnaire du bien. Oui. Et pour le syndic? Le syndic, ça y est, c'est l'administrateur de biens qui le fait. Non, c'est demain, on a un programme immobilier et on va assister à la fin de 2 ans de gestion par le promoteur. Il y a dans le décret. Quelles sont les démarches pour... Les démarches, il y a le transfert de la gestion. Parce que moi, personnellement, on a essayé de le faire. Oui. On s'est retrouvé à un dossier équivalent à un dossier de création de parti politique. Donc on a... Oui, non, ça c'est un problème très important qui vient d'être évoqué. Voilà, il y a le décret. On a essayé de faire l'agrément, le syndic et tout. Monsieur Habash. Et à la fin, je me suis proposé volontaire de gérer la résidence. Monsieur Habash, permettez-moi d'aller dans le sens. Non, je ne sais pas, depuis ce jour-là, on n'a pas essayé. Non, attendez. Permettez-moi de vous lire. Le décret 1499 qui régit, qui sont des modèles de règlement de copropriété. Ouais. Vous êtes d'accord? Non, je suis entièrement d'accord. Personnellement, on a essayé avec des privés, des immeubles privés. Oui. Tellement de copropriétaires sont venus nous voir pour nous demander de gérer des parties communes. On leur a dit d'accord, mais on a vu le décret 1499, il prévoit que tous les immeubles qui doivent être gérés doivent se constituer en assemblée générale. Donc créer une association. Voilà. J'ai bien saisi ce que vous voulez dire. Agréé par qui l'association? Attention, là, c'est là. Non, mais agréé par l'État, on ne sait pas qui le délivre. Je vais vous dire, l'aberration. Non, c'est bien stipulé. Déjà, il y a un problème de démarrage. Non, mais c'est bien stipulé sur le décret 99. Je vais vous dire, c'est un élément bloquant. C'est ça, on demande actuellement. Non, les textes bloquent. Je le dis ouvertement. Les textes qui sont sortis, surtout le décret 1499 fixant le modèle de règlement de copropriété, on ne sait pas que, on nous dit que la copropriété doit être constituée de ces copropriétaires et doivent avoir un agrément. Mais on ne nous explique pas comment le faire. D'accord. Écoutez, je suis malheureusement, donc c'est un très bon point qu'il est urgent de. Ah non, il est vraiment très urgent de régler parce que ça bloque toute la gestion et donc tout le bâti. Donc on risque encore de ne pas repartir sur des décrépitudes. Voilà. Je m'excuse, on n'a toujours pas assez de temps. Je voudrais vous remercier les uns et les autres. Ce débat prend fin, donc merci à nos invités pour leur participation. Merci à vous pour votre attention, téléspectateurs. Et si vous vous destinez à acheter un logement neuf, veuillez à discerner le grain de livret en matière de promotion et de promoteurs. Et si force est de reconnaître que les projets sont de plus en plus beaux, ambitieux et respectueux de la loi, n'oublions pas que pour être bien en société et en famille, il faut être bien en sa demeure, quelle qu'elle soit, et d'abord en son esprit. En attendant, ne déménagez pas de chaîne, à mercredi.